bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Bienvenue chères auditrices et chers auditeurs, bonjour à toi Laurent, j'espère que tu vas bien. Salut Karetch, ça va super et toi? Ma foi, très bien. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, je partage cette série d'épisodes avec Zitolo, que vous pouvez retrouver sur Instagram, Facebook et son site internet. Et c'est un véritable honneur de partager ça avec toi. Ah bah ça c'est vraiment gentil. Donc évidemment son prénom c'est Laurent, je donne toujours son pseudo, mais c'est bel et bien Laurent. J'en profite également pour vous proposer de vous abonner aux différents réseaux sociaux, que ce soit de Laurent ou de la Bière Patrie, et n'hésitez pas à nous regarder aussi sur la chaîne YouTube. Les vidéos sont disponibles toujours la semaine suivante la diffusion du podcast audio, donc n'hésitez pas à aller... Un petit pouce bleu, si vous aimez. Waouh, quel professionnalisme, dis donc. Aujourd'hui, Laurent, nous allons déguster un style qui divise parfois un peu les foules. J'ai nommé là. Qui fait un peu grincer des dents sur certaines personnes. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va déguster aujourd'hui? Alors, on va parler des gueuses. Des gueuses. Vraiment un style historique belge. Ouais. Alors moi je suis ravi de faire cet épisode évidemment parce que j'aime boire ça. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais voilà, on va déguster. On espère vous donner envie d'en goûter. Et d'essayer ce merveilleux style dont on va pouvoir. Il faut vraiment découvrir, même si c'est pas de base le premier style vers lequel on se dirige. Oui. Je pense que parfois on peut être très surpris. On va même pouvoir en reparler un petit peu après, mais ne serait-ce que pour son côté historique, je pense que c'est bien une fois de découvrir ce style. Ça fait partie de la Belgique. C'est vraiment, s'il y a bien un style qui appartient à la Belgique, c'est vraiment les lambics et les gueuses. Exactement. Alors Laurent, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que on ne brasse pas réellement une gueuse? C'est plutôt Non. En fait, on ne brasse pas de gueuse. Oui. Brasser une gueuse, c'est une fausse idée. Oui. Donc, on va brasser des lambics. C'est ça. Et on va ensuite les assembler. Et là, c'est vraiment tout le travail le plus compliqué pour le gueusier. C'est vraiment de trouver les bons assemblages. Oui. Ce qui fait que d'une année à l'autre, on va avoir des petites notes de différence. Et là, le travail du gueusier va justement essayer de diminuer cette différence pour obtenir la même qualité de produit à chaque fois. Oui. Alors, tant qu'on parle d'assemblage, on peut également parler de l'Au de gueuse ou Au de cric, mais Au de gueuse typiquement c'est l'assemblage de lambic de 1 an, de 2 ans et de 3 ans. Oui, c'est ça. Donc dans des proportions différentes selon ce qu'on veut donner comme caractère à la gueuse. Oui. On va assembler du lambic, ce qu'on appelle jeune, oui, et du lambic vieux. C'est bien ça. Donc on va d'abord brasser une bière dans laquelle on va mettre certaines proportions de céréales et on va y ajouter du houblon un peu suranné. C'est ça. Vraiment un houblon déjà vieux de 2-3 ans. Donc qui va vraiment tempérer l'amertume. C'est ça. On va perdre un peu par rapport au potentiel amertume du houblon, mais qui va offrir une aussi bonne... On va pouvoir garder les propriétés pour aseptiser la bière. On va pouvoir garder les propriétés conservatrices Ouais. du houblon. C'est bien ça. Alors aujourd'hui pour la dégustation, j'ai prévu une des plus illustres, en tout cas à mon sens, gueuse. C'est la fameuse gueuse de chez Cantillon, brasserie historique. On en parlera tout à l'heure. Donc pour ceux qui nous regarderont en vidéo, Laurent nous montre ça à la caméra. Alors, on va ouvrir ça devant vous. Alors ici, oui. Typiquement, la gueuse chez Cantillon, ils ont décidé de nous mettre d'abord une capsule et ensuite un bouchon de liège. Donc l'ouverture va être un chouïa plus longue. Alors ce qu'on peut peut-être éventuellement faire, enfin ce que je vais faire en attendant que
que Laurent ouvre la bière, je vais peut-être pouvoir vous dire ce que la brasserie présente sur son site. Donc la gueuse de chez Cantillon, c'est un assemblage de lambics d'âge différents. Alors là, ici, il ne stipule pas l'âge des lambics, mais voilà, c'est pour faire la gueuse, il faut bien les lambics d'âge différents. Ils nous disent que c'est une bière au goût acidulé et fruité, arôme boisé et délicat, longue finale en bouche, bière de longue conservation au goût évolutif. Alors en effet, la longue conservation, on pourra peut-être en reparler juste après. La couleur, il nous annonce une couleur dorée, niveau d'alcool à 5,5 degrés. Alors IBU, on en a parlé un petit peu avec Laurent juste avant de commencer l'épisode. L'IBU ici, il l'annonce à 30, ce qui paraît quand même pas mal, je trouve, pour une gueuse. Après, le ressenti n'est pas du tout le même forcément au goût. Température de dégustation. Alors, je l'avais mise au frigo pendant la nuit, et ici, je l'ai sortie déjà depuis un certain temps, donc ça fait bien, à mon avis, une bonne heure et demie que j'ai sorti la bière. Ici, ils nous disent sur le site internet la température de dégustation, la boire aux alentours de 15 degrés. Je pense qu'elle sera chouïa plus froide ici. Mais voilà, le temps qu'on déguste et qu'on en parle, elle pourra reprendre un petit peu en température. Alors, couleur dorée, c'est bien ce qu'on a dans notre verre, hein, Laurent? On est effectivement sur une couleur dorée, avec une jolie effervescence quand même au visuel. Oui. Et alors une mousse qui est légèrement présente. Oui. Alors, l'effervescence... on parlait tout à l'heure de jeunes et de plus vieux lambics. Ici, typiquement, le jeune lambic va amener le sucre nécessaire pour refermenter. C'est ça, donc on va ajouter vraiment le but d'ajouter le jeune lambic, c'est vraiment ça, d'ajouter une bière qui va être plus sucrée et donc qui va permettre la gazification de la gueuse. Ouais. Après. L'effervescence, belle effervescence, on l'a dit. Ici, la bière a été toujours stockée bien à droite. Donc, pour l'instant, elle est relativement limpide. Hein. On voit... Oui, légèrement voilée. Ouais, très légèrement, ouais. Et on voit quand même que il y a un petit peu de dépôt dans le fond de la bouteille, mais ouais. Si on a un bon service, on doit pouvoir garder ça légèrement voilé, pas trouble. Oui. On met ça au nez ? On met ça au nez. Alors, on a quand même le nez typique d'une bière acide. Hein, ça, on ne peut pas passer à côté. On a bien le côté sauvage. Ouais, c'est bien ça. On parle souvent d'un côté fouet, d'un côté étable. C'est un peu ce qu'on retrouve ici. Mais il y a, et comme ils le disent sur le site internet, il y a ce côté fruité. Alors, j'ai pas spécialement un côté citronné, comme on pourra en parler plus tard pour la deuxième bière. Enfin, je vous en parlerai plus tard. Mais ce côté pomme, moi, je trouve qu'il est ici dans cette. Oui, cette on a vraiment un petit côté un peu pomme verte et alors vraiment, moi, je trouve aussi un petit côté un peu fruit blanc. D'accord, ok. Déjà rien qu'au nez, ça annonce la fraîcheur, L'acidité se ressent déjà ouais. au nez, ouais. Je te propose de la goûter. Santé. Santé. Hein. Santé à vous. Santé. Alors, je parlais tantôt il y a 2-3 minutes, de la température de service. Je pense qu'elle a bien repris en température. On est pas mal. Bien. On est vraiment une bonne température de service. On doit se situer autour des 12-13 degrés. Alors, l'acidité est présente, parce que je sais pas si vous l'entendez au micro, mais c'est exactement ça. En plus, je dois bien t'avouer que je déteste les trucs de ASMR là.
C'est ça que t'aimes pas trop? Ouais, c'est ça. Quand je réécouterai l'épisode, je penserai à toi parce que là, du coup, belle acidité. Par contre, c'est quand même bien balancé. Je trouve quand même que l'acidité est relative, elle est bien présente, mais je trouve elle reste encore agréable comparé à d'autres gueuses que j'ai déjà pu goûter, qui sont un peu plus vives, un peu plus franches. Je trouve que là, c'est vraiment très équilibré, c'est très agréable, et je pense que c'est comme ça que ça doit être. Alors, c'est pas pour me disputer avec qui que ce soit, mais en parlant d'acidité franche, je salue nos amis de chez Hansens parce que je pense que, en fait, de mémoire de ce que j'ai pu goûter, c'est une des bières les plus acides que j'ai pu déguster jusqu'à présent. Donc voilà, ici c'est je trouve bien plus balancé, bien plus agréable à mon sens en tout cas à boire. Ce qu'on peut lire aussi à l'arrière de la bouteille, donc c'est une bière de fermentation spontanée, on en reparlera un tout petit peu après, Laurent nous en parlera un petit peu. Elle est composée à 100% de lambic brassé à partir de froment, donc la proportion ici de froment dans cette bière, il annonce à 35%, et l'orge maltais alors à 65%. C'est issu de l'agriculture biologique, et comme Laurent l'a expliqué il y a quelques minutes, ils utilisent du houblon suranné. Elle ne contient aucun sucre, donc toutes les levures ont mangé, en tout cas quand ça a été refermenté. Les levures sauvages, ça mange quasi tout. Et donc il conseille de la consommer dans les 20 ans qui suivent la date de mise en bouteille. Donc évidemment c'est un plaisir de pouvoir stocker quelques bouteilles dans sa cave et de voir l'évolution de la bière au cours des années. Donc si vous avez l'opportunité d'en laisser vieillir une ou deux et de les goûter à des moments différents, c'est toujours agréable de pouvoir faire ça. Comme pour un bon vin, finalement, Ouais. il va évoluer avec le temps, et c'est très agréable de pouvoir voir l'évolution de ce style de bière qui va perdre un peu en acidité, gagner un peu en rondeur, et c'est très agréable à pouvoir comparer différentes années, quoi. C'est ça. Et alors, selon les personnes, certains l'aiment à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Ça, c'est vraiment... Comme une autre bière un peu connue et compliquée à avoir. Une trappiste, tu veux dire Il paraît. Est-ce qu'il y aurait pas un petit poisson avec une bague sur... Si, un petit poisson. Après, c'est des pêcheurs. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu du mode de fabrication du lambic, en l'occurrence Oui. Alors, les lambics vont être brassés et puis refroidis dans des grands bacs laissés à l'air libre, où les bactéries, levures sauvages vont venir contaminer ce brassin, oui, pour faire fermenter le lambic. Alors, si je peux me permettre, en bon français, on appelle ça un cool ship. Donc, Cool shape. donc si vous retrouvez ce terme-là, ce sont des grands bacs. C'est ça. Vraiment pas très haut. Une 30aine de centimètres, je pense, de hauteur. Et donc vraiment c'est assez ouvert, et c'est pour ça qu'il y a une appellation quand même aussi, on en parlera plus tard dans l'épisode, mais vraiment c'est des bactéries bien précises dans la région qui permettent de fermenter les brassins. Oui. Alors si vous vous référez au livre de Monsieur Imbrex qui est venu ici dans le podcast, donc il annonce une vingtaine de souches différentes, que ce soit de levures ou de bactéries, enfin tout mélangé, je vais dire. Et évidemment les plus connus, c'est les Brettanomyces bruxellensis et Brettanomyces lambicus. Ça c'est vraiment les plus connus. Et voilà, donc ça s'ensemence dans ce fameux cool ship ou refroidisseur. Je ne sais pas si tu veux
Oui, et donc en fait l'acidité, elle va venir d'une part des levures qui sont dans l'air et qui vont contaminer le brassin, mais ensuite une fois que le lambic va être en fin de fermentation, on va le stocker dans des barriques. Oui. Et alors on va avoir aussi une partie des levures qui sont dans ces barriques qui vont aussi terminer la fermentation de la bière. Et alors ces barriques vont rester ouvertes pour permettre justement à la bière de pouvoir évoluer. Et donc on va avoir une genre de mousse qui va venir sortir de la barrique et qui va faire un genre de petit chapeau qui va venir protéger la bière. Alors c'est assez marrant, si vous avez l'occasion, je crois que c'est disponible sur leur site internet ou sur les réseaux sociaux, chez Tilke, ils ont tout un système de tuyauterie, on va dire, qui ramène toute cette mousse et ça redescend dans des seaux simplement, et c'est assez marrant à voir toute cette activité de levure et des bactéries. C'est assez marrant à voir. Et alors, on peut dire aussi qu'on peut aussi consommer juste du lambic. Donc, c'est-à-dire que on peut boire du lambic sans que ça ne soit une gueuse. Oui. Donc, plus le lambic va être jeune et plus il va être rond. Évidemment, plus il va vieillir, moins il le sera. Mais voilà, si on veut déguster une gueuse, et c'est là où tout le travail, comme on disait tout à l'heure, du gueusier, c'est de faire un assemblage pour équilibrer un peu ce côté sucré pour la gazéification et le côté acide et suranné du lambic vieux pour redonner vraiment ce caractère et cette acidité à la gueuse. Oui. Moi, j'ai rebu encore un petit coup. Alors ici, typiquement pour la dégustation, c'est parfait. Chouïa plus frais en terrasse, oui, c'est magnifique. Il manque le petit rayon de soleil. On n'a pas été très gâtés pour l'instant, mais on est belge ou on ne l'est pas. Tout à fait. On s'adapte, mais il faut dire aussi que le climat joue aussi beaucoup sur justement sur sa fermentation de ces bières, mais ça tu vas en parler aussi. Oui. Alors je rigole bêtement, ceux qui nous verront en vidéo le verront. Est-ce qu'on raconte la petite anecdote sur le drapeau et tout ça? On peut le dire? Allez, une fois. On est belge ou pas? Donc on vous parle de la Belgique. C'est parti sur l'idée, moi, de mettre un drapeau belge derrière nous en fond, et Laurent, sans qu'on se soit consulté, voulait mettre sa vareuse. Enfin, je ne sais pas exactement ce que tu avais prévu. Tout l'attirail. Tout l'attirail. La vareuse, le chapeau, les écharpes, le maquillage, tout. Mais alors, au vu de la date de diffusion de ce podcast, peut-être que, je ne le souhaite pas, mais on sera déjà éliminé de l'Euro. Peut-être pas. Alors, il faut savoir qu'on est le premier jour du match, enfin du premier match. C'est ça. Donc pour ne pas. Des Belges de l'Euro. Ouais, pour ne pas vous le cacher, on enregistre le 17 juin. Donc voilà, on ne s'est pas risqué à mettre tout notre attirail, mais voilà, sachez qu'on sera devant notre télé. Common Belgium. Ouais, exactement. Alors on souhaite toute la réussite à tout le monde, mais évidemment on va être un peu chauvin ici sur ce coup-ci, et on espère aller loin avec notre équipe nationale. Donc voilà la petite anecdote du drapeau et de l'attirail du supporter. Tous sous le même drapeau, hein, comme tu dis. Exactement. Ouais, ben là du coup c'est pas le même. Alors, écoute, on a dégusté, enfin, on est toujours en train de déguster la fameuse gueuse de chez Cantillon. Moi, j'aimerais présenter la brasserie. La brasserie a été fondée par Paul Cantillon en 1900. Marié à Marie Troc, ils sont tous les deux issus d'une famille de brasseurs assembleurs de Limbeek. Alors Limbeek, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas si on le dit maintenant par rapport aux origines du terme lambic. Oui, c'est ça. Ça reste un peu flou, hein. Donc l'origine du mot lambic viendrait évidemment du nom du village.
mais il viendrait aussi de peut-être du matériel qui était utilisé à l'époque, notamment pour distiller aussi, donc l'alambic. Et alors on parle aussi d'un abbé qui portait le nom de Lembeek, et donc qui avait développé aussi quelques lambics. Donc voilà, c'est encore un peu flou vraiment sur l'origine du mot lambic, mais voilà, on peut associer ça facilement en tout cas à l'histoire. Oui, alors pour l'anecdote, la brasserie originale donc, de la famille est devenue en fait la brasserie Boone à Lembeek, où ils brassent évidemment toujours. Pour ce qui est de Cantillon, dans les premières années, la brasserie n'est pas réellement une brasserie. Ils vont faire de l'assemblage de moules livrés par la famille justement, qui brasse à Lembeek. Plus tard, Paul Cantillon va faire partie de l'association des marchands de bière qui rassemblait tous les assembleurs, c'est le cas de le dire, et il se fera livrer via cette filière. En 1937, Marcel et Robert, les deux fils, vont reprendre doucement les affaires et avec leur papa, ils vont décider de racheter une brasserie d'occasion, la brasserie du Néblon. Là, à ce moment-là, on est quand même en plein déclin des brasseries en Belgique. Il faut d'abord faire des essais, mais la Deuxième Guerre mondiale va vite les rattraper, n'ayant pas réellement de matières premières, parce que tout était destiné à nourrir le peuple. Les forces. Et les forces, oui. Surtout, hein. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans mon conducteur, mais plein de brasseries vont être démantelées pour utiliser tous les métaux pour la guerre. Donc, n'ayant pas réellement de matières premières pendant la guerre, c'est en 45-46. On veut toujours dire 40-45. Oui, bon. Donc c'est bel et bien en 45-46 la première vraie saison de production. Avec le renouveau. Hein. Oui, c'est exactement ça. Et donc les 15 années d'après-guerre vont vraiment être les années d'or pour la brasserie. Dans le courant des années 60, petit à petit, dû à l'arrivée des lambics industriels qui sont eux pasteurisés et très sucrés, les lambics traditionnels vont doucement disparaître. Toutes les brasseries de lambic vont trépasser jusqu'à ce que Cantillon soit la seule brasserie sur la région bruxelloise au début des années 80. Pardon, je m'excuse. Après avoir repris la brasserie, quand tout allait mal, les parents de Jean Van Roy, alors je disais toujours Jean Van Roy, mais j'ai écouté pour faire le podcast une interview de Jean Van Roy du coup, où je l'ai entendu prononcer son nom, donc maintenant je suis bloqué, je sais que c'est Jean Van Roy. Donc c'est ses parents Jean-Pierre Van Roy et sa femme, la petite fille du coup de Paul Cantillon, ils vont avoir l'idée de créer le musée de la gueuse en 1978. Tant que je parle de ça, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller visiter la brasserie, toi, ou le musée ? Non, malheureusement, j'ai pas encore eu cette occasion. Enfin, on me l'a déjà proposé. Malheureusement, ça s'est pas mis au niveau des disponibilités, mais c'est sans nul doute une chose à faire si vous visitez Bruxelles et si vous aimez bien les bonnes bières, surtout les gueuses. Alors moi, pour ceux qui auront écouté l'épisode qui m'était destiné, moi évidemment j'avais pris ma place pour aller faire le brassage public et tout ça, et puis la pandémie, on a décidé autrement, donc toujours au jour d'aujourd'hui je râle de ne pas pouvoir. On peut éventuellement s'organiser pour aller faire un petit tour jusque là. Alors c'est pas l'envie qui manque, mais là pour l'instant la santé est un peu caduque, mais évidemment dès que je pourrai m'y rendre, ce sera avec grand plaisir. Alors peut-être que je devrais me mettre de profil parce qu'apparemment les couloirs sont assez étroits et il y a beaucoup d'escaliers, mais mais on s'arrangera pour. Le musée de la gueuse dont je parlais, c'est ce qui va tenir la brasserie la tête hors de l'eau en faisant redécouvrir aux visiteurs le vrai goût du lambic traditionnel. Celui qui est sans sucre, non pasteurisé et avec bien plus de caractère.
La production va reprendre tout doucement dans les années 90. Alors ça n'était pas dans la petite vidéo que j'ai vue, l'interview, mais je l'avais vu dans un autre reportage. Apparemment, dans le début des années 90, on venait trouver enfin, je suppose que c'était Jean Van Roy. Ou c'était peut-être son papa, je ne sais plus, mais dans la brasserie pour lui dire clairement que en fait ce qui vendait c'était du vinaigre. Donc les gens n'étaient plus habitués à ce genre de bière. C'est en 2010 par contre où la production maximale d'environ 1500 hectolitres va être atteinte. C'est également là où la brasserie va commencer à travailler avec des allocations, donc un petit peu comme les viticulteurs, hein. Donc ils ont leurs clients, je vais dire, où la production est répartie entre ces clients-là. En 2014, la brasserie va s'agrandir. En effet, ils ont racheté un bâtiment proche de la brasserie et cela va permettre de passer d'une production de 1500 hectolitres à 2400 voire 2500 hectolitres. Ça aura pour résultat de développer d'autres produits qu'ils réalisent avec des vignerons comme le bien connu Drogon Lambic. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le déguster celui-là. Non. Pas celui-là, mais j'ai un Lanvimus qui est maintenant dans le frigo et que je prendrai probablement lors de mes vacances. Est-ce que tu m'enverras une photo? Oui, j'essaierai de l'oublier. Peut-être que j'irai chercher en même temps une dans la cave. Probablement qu'elle se trouvera sur les réseaux lorsque je serai en vacances. Ah ben je scrute ça. Et j'essaierai d'en boire une avec toi à distance. Donc pour terminer avec la Drogon Lambic, enfin le Drogon Lambic, c'est un assemblage de lambic et de mar d'Aglianico provenant de Campania en Italie. Donc voilà, il faut un peu ces petites expériences. Alors il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres, mais voilà, testez si vous avez la chance de trouver une bouteille, parce que Drogon Lambic là, c'est pas évident à avoir. Aujourd'hui, la brasserie tourne à nouveau à plein régime. Florian travaille maintenant avec son papa, Jean Van Roy. Et donc la 5e génération dans la brasserie. Alors, il n'a pas encore repris la brasserie, hein, mais il travaille bel et bien avec son papa. Et apparemment les deux sœurs de Jean, Julie et Magali, travaillent également à la brasserie. C'est vraiment une belle histoire, comme moi personnellement je les aime, parce que c'est familial depuis le début et ça le reste. Et ça c'est quand même très fort et très rare à cette époque. Oui. Tout à l'heure, je ne sais pas si on en a parlé quand on a parlé du cool chip là, du refroidisseur où on va ensemencer la bière. Il y a vraiment une tâche à l'horizon pour ces fameuses bières. C'est le réchauffement climatique. Je ne sais pas si on l'a évoqué tout à l'heure. Non, on n'en a pas parlé. On l'a juste évoqué, mais sans rentrer dans les détails. Oui. Donc, évidemment, vu que le mou est refroidi simplement par la température extérieure, la saison de brassage se fait aux alentours de l'hiver, évidemment. Enfin, ils essayent de brasser le plus possible, mais on va dire qu'on est de octobre à avril, mais ouais, c'est à peu près la saison. On peut même monter maintenant jusque juin pour cette année. Mais alors oui, je sais pas si les températures sont suffisamment basses, mais c'est vrai qu'il fait pas très chaud pour l'instant. Mais voilà, ils sont vraiment dépendants du climat. Et là, en l'occurrence, plus ça va augmenter et plus ça va être difficile de faire refroidir la bière et éviter de développer des choses qu'on ne voudrait pas. Il y a ça aussi. Et puis le réchauffement climatique modifie aussi l'environnement des bactéries de la vallée de la Seine. Donc ça a aussi un impact sur la fermentation des lambics. Oui. Alors j'en profite que tu parles pour reboire un petit coup. Ça me plaît toujours autant, tu sais. Tu veux que je te resserve un petit peu ? Bah écoute, franchement, mais alors ce que je vais faire, c'est que je vais me resservir moi-même et je vais peut-être éventuellement te suggérer de nous parler
Du style. Du style, donc la rubrique c'est quoi ce style? C'est la rubrique BJCP. Exactement. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce fameux style, enfin de ces styles, parce que tu vas nous parler un peu de deux styles différents. Oui. Alors, on va d'abord parler évidemment de la gueuse, hein, c'est pourquoi on est ici. Donc ça c'est repris dans le BJCP. Et au niveau des chiffres, donc la densité initiale est prévue entre 1040 et 1054. Et on va arriver à une densité finale de 1000 à 1006. Donc un écart quand même moyen. L'IBU est consigné entre 0 et 10, mais a priori ici on est à 30 renseignés. Oui. Je pense qu'on est quand même un peu en delà de ça au niveau du ressenti. Oui. Maintenant, comme on a déjà expliqué, hein, entre le chiffre et le ressenti en bouche, il y a souvent des différences. Donc même si c'est un indicateur sur les bouteilles quand vous achetez, relativisez ça avec le style de bière que vous achetez. Oui, parce que là, typiquement, je me permets de t'interrompre. L'acidité prend le dessus, l'amertume même en arrière-bouche, elle ne ressort pas. Elle ne ressort pas. J'ai vraiment été étonné de voir les 30 IBU. Voilà, c'est vraiment ce qui est calculé et le ressenti. Là, typiquement, c'est vraiment différent. Je pense aussi. Maintenant, voilà, c'est un calcul qui est fait au niveau d'une échelle et il est voilà, il est tel qu'il est. Je veux dire, on ne s'est pas passé Oui. à côté. Maintenant, comme je dis, au niveau du ressenti, selon le style de bière, le degré d'alcool, ça modifie le ressenti en bouche. C'est ça, oui. Et pour moi, on n'a pas une amertume, même si elle est quand même présente, qui n'est pas voilà, ça reste calme quand même. Oui, c'est pas intense du tout. Au niveau de l'EBC, on est bien sur ce qu'on avait dit, hein, entre 10 et 12, donc vraiment en couleur dorée. Et alors, en taux d'alcool, ça doit se situer entre 5 et 8%. Ici, 5, on a dit tout à l'heure, ouais. 5,5. Donc voilà, on reste vraiment sur l'entrée du style. Alors, on peut aussi parler du lambic. Le lambic a son propre style au niveau du BJCP. Donc là, on peut situer aussi au niveau des chiffres. On reste plus ou moins dans la même gamme. Donc on est à 1040, 1054 au niveau de la densité initiale, 1001, 1010 densité finale. Donc finalement, les écarts se respectent. Au niveau de l'IBU, on est à 0,10. Donc là, clairement, il n'y a pas d'amertume du tout. Et alors, en EBC, on va être légèrement plus clair, puisqu'on va avoir aussi la couleur qui va légèrement foncer avec le passage en barrique Oui. après. Et au niveau taux d'alcool, on est entre 5 et 6,5 au niveau du BJCP. Donc ça peut aussi prendre le pas avec le vieillissement, où on va perdre un petit peu au niveau à queue, et donc on va avoir une légère montée en alcool. Oui. Je ne sais pas si on parle maintenant ou si non, on le fera plutôt plus tard avec la deuxième bière, je pense, de la zone géographique. Oui, on peut en parler après. Ok. On fait comme ça. Ce que je propose, c'est qu'on déguste notre verre aussi pour parler de la suivante, parce qu'il va falloir on va déjà y arriver vite. Hein. Alors, il y a une expression ici dans la région, je ne sais pas si vous l'avez de votre côté. Alors, ce serait malheureux de le faire avec cette bière-ci, mais on dit souvent kiwagonaphone. Je ne sais pas si vous l'avez, cette... Oui, mais non, là pour le coup, on l'a aussi, mais ce serait malheureux avec oui, cette bière-là. Ouais, on va rester serein et professionnel, et on va achever de la déguster à notre aise. Bah écoute, de toute façon, s'il reste un petit peu dans le verre, on le terminera après. Ce n'est pas très grave. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu vois un intérêt grandissant chez les clients que tu pourrais avoir au magasin pour les bières acides traditionnelles telles que les gueuses, les criques ou encore les framboises? Je sais pas si tu ressens cet attrait-là. Alors depuis que je travaille dans ce milieu-là, il n'y a pas une réelle grosse évolution avec le temps, en tout cas. Oui. On voit par contre potentiellement que des personnes plus jeunes s'y intéressent de plus en plus, mais c'est pas très marqué. Oui. Donc
je pense qu'on doit continuer à faire notre travail de conseil et pour vraiment diriger les gens vers ce style qui fait parfois peur et encore un peu méconnu du grand public. En tout cas au niveau de la qualité de produit que ça peut proposer à l'heure actuelle. Et que la gueuse, ce n'est pas que la gueuse Bellevue. Exactement. Voilà, c'est surtout tout le reste. Oui. Et donc là, il y a vraiment... on sort des lambics industriels, on tombe vraiment dans l'artisanal. Et là, il y a vraiment un réel intérêt, sans préjuger aucun sur les autres, évidemment. Ouais. Mais il y a vraiment un réel intérêt artisanal et ça se ressent dans le produit. Donc n'hésitez pas à aller dans vos magasins spécialisés pour vous faire conseiller, que ce soit chez moi ou ailleurs, évidemment, hein, selon où vous habitez. Parce que je pense que c'est vraiment un style très particulier qu'il faut goûter. Alors vous n'allez pas forcément apprécier dès le début, quoique. Hein, je veux dire, il y en a qui se découvrent à la bière avec les gueuses. Ouais. Mais en tout cas, c'est en goûtant que votre palais va commencer à apprécier. Alors, je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que ça me fait sourire. Enfin, moi, ça me fait sourire. C'est vrai quand tu annonces que tu vas servir, par exemple, une crique, donc une crique traditionnelle, et que les gens s'attendent à avoir une crique ultra sucrée. Ils ne font pas la même tête avec l'un ou l'autre. Donc c'est toujours comique. C'est chouette de pouvoir aussi leur faire découvrir ce qui est. Le lambic fruité, c'est un peu comme le lambic gueuse. Hein. Finalement, il reste plus beaucoup de sucre, voire pas du tout. Donc on est vraiment sur le fruit avec une acidité sauvage qui est là. Et donc bien sûr, c'est pour les mêmes personnes qui sont diabétiques ou ce genre de choses, c'est un style de bière qui est relativement acceptable pour eux, quoi. On va dire que c'est plus approprié que l'autre l'autre style. Faut pour tous les goûts évidemment, mais je veux dire voilà. Ah oui. C'est très qualitatif et c'est très différent évidemment des criques traditionnelles industrielles voilà, qui sont souvent à base de sirop de fruits. Et là on travaille vraiment avec des vraies cerises, des cerises même de Scarbeck, donc vraiment c'est vraiment assez identitaire. Qui elles sont acides également, donc on garde la même typicité, si on peut appeler ça comme ça. Et alors, ce qui est assez comique, par exemple, c'est chez Lindemans, où ils font vraiment les deux versions, où on peut avoir une bière, je vais dire, commerciale. La version gentille tout public. Oui, c'est ça. Et puis alors la version avertie. La cuvée René, par exemple, où là, on est beaucoup plus près du traditionnel. Et moi qui me plaît. La cuvée Francisca aussi. T'as eu l'occasion de la goûter, celle-là? Alors j'ai eu l'occasion et je l'adore. Mais par contre, celle-là n'est pas en version fruitée. Ah oui non, c'est vraiment de la gueuse. Hein. Ouais. Mais elle est toujours parce que j'en ai encore quelques-unes dans la cave, mais il faut pas le dire. Celle-là était vraiment vraiment top. C'était une cuvée anniversaire et c'était pour les 100 ans, hein, je pense. Et vraiment vraiment chouette. Donc voilà, est-ce qu'on passe à la bière suivante ? Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, hein, écoute, on va mettre... Je vais juste décaler un petit peu pour l'ouvrir. Alors, je me permets, Laurent parle de ça parce que en off, je lui ai dit que le tout premier podcast, pour ceux qui sont là depuis le tout début, j'avais eu l'occasion de boire avec... Madame Frédéric Bott, et je la salue si elle nous écoute. J'avais goûté avec elle également la bière qu'on va déguster. Évidemment pas le même millésime, si on peut appeler ça un millésime. Donc voilà, le bouchon avait sauté d'un seul coup lors. J'ai l'impression que cette fois-ci, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre dans le micro, mais elle a l'air vive, si on peut. Elle est vive, mais elle est toujours dedans. Mais elle ne gueule pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'on voit là ? Tu vois à travers la bouteille ? Je pense pas qu'on le verra. Non, on le verra pas, visuel, mais ça. Déjà dans la bouteille qui est verte, on voit. C'est vivant. C'est vivant.
Alors je vais me permettre de déplacer un tout petit peu les verres. Voilà. Donc on va se servir. Ah oui, quelque chose qu'on n'avait pas dit, tu me l'avais pourtant montré et j'ai oublié de le stipuler. Sur la gueuse Cantillon, la bière avait un tout petit peu vieilli parce que c'était de la saison 2020-2021. Donc voilà, peut-être aussi pour ça que l'acidité était un chouïa plus modérée. Mais voilà, super agréable en tout cas comme dégustation. Donc ici, Laurent est en train de nous servir cette magnifique bière. Donc on va pouvoir le dire, tu vas pouvoir peut-être montrer à la caméra en même temps. Je mettrai probablement une photo sur les réseaux sociaux. Mais on va déguster le Mega Blend 2024, donc relativement frais. Il y a pas très très longtemps qu'il est sorti. Et on va vous parler de cette bière, mais on va peut-être la décrire un tout petit peu avant. Hop. Voilà, je me permets de déposer l'autre bière. Alors en termes de couleurs, on est sensiblement dans les mêmes couleurs. Par contre, ce qui saute directement aux yeux, du coup, c'est qu'elle est beaucoup plus voilée que... Oui, beaucoup plus voilée, et je pense que c'est notamment à cause de l'effervescence qui a fait remonter tout de suite le fond de la bière, et puis parce qu'elle a probablement moins reposé que l'autre, quoi. Oui. Et donc ici on a quand même une mousse aussi qui est un peu plus persistante. C'est ça, oui. Dû certainement à l'effervescence. Ouais. Dû aussi à l'effervescence. Belle mousse blanche. Le fameux voile. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Voilà. Ça vit, hein, ça bouge de tous les côtés. Là, c'est vivace. Ouais. Est-ce qu'on le met au nez? Alors, j'ai vu ta tête du coin de l'œil. Je pense qu'on a pensé exactement la même chose. Alors là, pour le coup, le côté sauvage est sauvage. Savage. Donc là, on a clairement ce nez d'étable qui est bien plus poussé. Étable de cheval. Hein. Ouais. Oui, pas ouais. Pardon. Ouais. Ouais. Désolé, les origines refont surface. Alors, on en avait parlé en off de la fameuse version que j'avais dégustée avec Frédéric. J'avais ce nez très fort sur la pomme verte et le citron dont j'ai parlé tantôt. Ici, par contre, on est sur l'étable. On est sur l'étable. Ça emporte tout le reste. Alors peut-être que ça va s'ouvrir au fur et à mesure de la dégustation, mais là, typiquement, c'est ce qui ressort le plus. Mais est-ce que avec Frédéric, t'avais goûté le Mega Blend de l'année propre du podcast? J'ai peur de dire une bêtise. Je pense que oui. Ou alors c'était celle de l'année avant. Écoute, j'ai peur de dire une bêtise. Il faudrait que j'aille réécouter. Peut-être que possiblement il y a peut-être une différence aussi parce qu'ici c'est vraiment tout jeune. Hein, oui. Donc là, exactement. On n'a pas parlé de. Enfin, c'est parce que je le vois en regardant la bouteille. Ici, on n'a pas parlé du taux d'alcool qui est supérieur par rapport à la gueuse de chez Cantillon. Oui, ici on est à 7, donc on reste vraiment toujours dans le créneau du BJCP, puisqu'on peut monter jusqu'à 8. Donc, c'est un Mega Blend de Oral. Alors, Oral, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'oral? Ouais. En ASMR, ça peut porter à confusion. Oui, alors, Oral, c'est bien H-O-R-A-L. Hein. On va décrire ce que c'est un peu plus tard. Mais par contre, ce qu'on peut éventuellement déjà dire, c'est que le Mega Blend, ça existe depuis 2009. Donc c'est la 9e édition du Mega Blend. Alors pourquoi 9? Parce que en fait ça accompagne normalement le Tour de Gueuse, dont on reparlera un tout petit peu plus tard aussi. Et donc c'est tous les 2 ans. Alors il y a eu une petite
bisbrouille, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit accro dans l'historique. Petite épingle à cheveux. Voilà, c'est ça. Parce que au moment du Covid, de la pandémie, ça a dû être reporté. Donc 2 années de suite, il y a eu, c'est 2021 et 2022, je pense, il y a eu une édition du Mega Blend, je vais y arriver. Et ici, donc, on est bien sur l'édition 2024. Alors, on peut lire sur la bouteille que c'est une édition limitée. Donc, cette année, on a une production de 37 300 bouteilles. Et alors, on peut aussi y retrouver les 13 brasseurs ou assembleurs qui ont fourni une partie de leur production pour ce Mega Blend. Alors là, c'est la partie où je vais énumérer tous les les sponsors. Les sponsors, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Tous les brasseurs assembleurs. Donc dans l'ordre sur la bouteille, on a chez Boone, Hansens, Mort Subite, De Troc. Alors Troch, je sais jamais comment le prononcer, mais moi je dis Troc. Lambic Fabrique, Ellenbosch, Dennerberg, Lindemans, Timmermans, Tilke, Decam, Haute-Bersils et Questemont. Alors de nouveau, Questemont, je ne sais pas si on le prononce comme ça. Questemont. Ouais. Oui. Tu en vends non, pas encore, mais je suis en discussion avec eux. Ok, je parle moi de Oral, je le présente un petit coup, ouais. Je t'en prie. Alors, Oral. Alors, évidemment, c'est un mot qui provient du néerlandais. Donc c'est comment est-ce qu'on appelle ça, tu te rappelles? Ma culture générale me fait défaut. Un terme qui reprend les premières lettres de chaque mot. Est-ce que tu sais comment on appelle ça? Une abréviation? Je pense pas que ce soit ça. Enfin, soit vous nous le direz en commentaire si si vous le savez, ou moi j'irai voir après. Donc, je ne me suis pas risqué à le dire en néerlandais. Est-ce que ton néerlandais te permet éventuellement, je sais pas si tu as le nom néerlandais ici sous les yeux, tu ne l'as pas? Non. Ça, j'ai pas le... Donc je vais le dire en français, évidemment. Du coup, les termes ne correspondent pas exactement aux lettres de Oral, mais donc c'est bel et bien le Haut Conseil des bières artisanales de Lambic, donc Oral mais en néerlandais. Donc c'est une organisation à but non lucratif qui regroupe les producteurs de Lambic du Pajottenland et de la vallée de la Seine. Ils travaillent ensemble sur leurs objectifs communs, la promotion et la protection de Lambic, Oude Gueuze et Oude Criek. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur leur site internet. Et donc, tout à l'heure, on parlait de la zone géographique. Est-ce qu'on parle maintenant ou on attend encore un petit peu je ne sais pas si... Non, on peut en parler maintenant. Donc, le Pajottenland, c'est quoi? Parce que comme ça, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, on est dans une région de Bruxelles qui forme un petit triangle, si on veut, et qui est repris entre As, Roode-Saint-Genèse et Bever. Donc, on a vraiment cette... si vous tracez un triangle entre ces 3 villes, vous avez vraiment la zone qui délimite le Pajottenland. Oui, et alors ceux qui ne connaissent pas les villes, c'est quand même sur le côté ouest de Bruxelles, et sud-ouest, je veux dire. Ça descend un petit peu plus bas que Bruxelles. Tant qu'on parle de la zone géographique, sur la bouteille, vous pourrez relever qu'il y a un petit logo. Et alors, ce logo, c'est en fait le logo qui prouve que c'est une spécialité traditionnelle garantie. Et donc, ce qui veut dire que, en somme, on ne peut pas faire ce produit-là ailleurs que dans cette zone géographique définie. C'est le logo qui est juste là en dessous. Oui, vous pouvez le retrouver aussi à l'arrière. Et alors, il est spécifié sur chaque bouteille c'est un peu comme un label vraiment gueuse garantie, quoi. Oui. On peut parler en 2 mots parce que bon, on va pas présenter tout le projet, mais est-ce qu'avant ça on goûterait pas, parce que on a senti. C'est vrai. Mais on n'a pas encore pris le temps de goûter.
Tu vois, j'ai parlé de la laisser respirer, ben maintenant je ne bois plus. Santé, santé à vous. Santé. Alors, première chose, beaucoup plus vive en bouche. L'appétit, c'est Beaucoup plus jeune et plus vive. Ouais. Alors, c'est assez étonnant ce que je vais dire, mais c'est un petit peu mon ressenti. Je ne sais pas si elle est moins complexe que l'autre, ou au contraire, peut-être justement, elle est avec l'assemblage de tous les Les lambics. ouais. Je la trouve peut-être un peu, alors le terme est peut-être pas bon, mais un peu plus plate que la première. Un peu plus simple. Je pense qu'elle doit encore un peu vieillir pour vraiment exprimer C'est ça. toute la complexité des différents lambics qui la composent. Oui. Parce que il faut le temps aussi que tout ce mix s'accorde. Et, au niveau gustatif, je pense que voilà, nécessitera encore quelques mois, voire quelques années avant qu'elle n'exprime vraiment son plein potentiel. Là, je la regoute en même temps. C'est toujours ça. Là, on compare quand même une bière pas forcément plus jeune en termes de lambic assemblé, mais qui a une plus jeune garde en bouteille que celle qu'on a dégustée juste avant. C'est ça, oui. Et donc forcément, elle va prendre plus de jeunesse, plus de vivacité, ce qui va cacher un peu la complexité aromatique. Par contre, je ne sais pas si tu as ce ressenti-là. J'ai plus le côté boisé, étonnamment, sur ce côté-ci. Alors, peut-être est-ce un très léger côté astringent du bois, je ne sais pas. Ça peut être aussi dû aux différents lambics qui ont été associés. Donc, je ne connais pas, évidemment, les personnes, à part eux-mêmes, connaissent la composition. Mais évidemment, je ne connais pas la proportion de lambic jeune ou de lambic vieux. Donc, voilà, il faut regarder à ça pour voir si, évidemment, le bois va apporter aussi plus d'amertume. Oui. C'est... Bah alors, chouette dégustation. Par contre, moi, je dois bien t'avouer, et bon, c'était une volonté de ma part de la sortir plus tôt, mais je l'aurais aimé un chouïa plus froide. Alors, ça aurait certainement caché encore un peu plus. Oui, mais c'est ça. Mais après, comme on a dit tout à l'heure, si c'est juste pour du plaisir personnel, je veux dire, en terrasse, oui. avec un petit rayon de soleil, oui. et forcément plus froide, oui. C'est probablement encore plus agréable que ça l'est là. Mais voilà, pour la dégustation, et vraiment vous en parler, je pense qu'il est nécessaire de les goûter à bonne température de dégustation. C'est ça. Et là, on est vraiment bien, je pense. Oui. Donc, maintenant qu'on l'a goûté, et merci de m'avoir m'avoir interrompu pour le faire, parce que c'est vrai que j'étais lancé sur mon conducteur. Donc le Mega Blend, je vous l'ai dit tout à l'heure, il sort à l'occasion du Tour de Gueuse. Donc qu'est-ce que le Tour de Gueuse? On en a un tout petit peu parlé avec Dr Zito dans le podcast sur la dégustation de Duvel. En fait, c'est les fameux brasseurs rassembleurs qui ouvrent leurs portes à une date un week-end bien précis. Donc ici en l'occurrence en 2024, c'était le 4 et le 5 mai, donc c'est passé depuis 2-3 mois. Et donc on peut aller découvrir dans chaque établissement un petit peu comment ça se fait, et un genre de porte ouverte en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment un circuit qu'on peut faire donc dans la région du Pajottenland, où vous pouvez visiter les différentes brasseries, on vous explique comment c'est fait, et certaines montrent vraiment leur typicité par rapport à d'autres, et donc ils profitent de cet événement pour créer ensemble, puisque la bière, vous le savez comme moi, c'est d'abord fait pour rassembler, hein, ils s'en profitent pour faire vraiment une bière qui est commune et qui va les aider justement à encore affirmer encore un peu plus leur identité brassicole dans le monde vaste de la bière. Et si vous vous renseignez, alors du coup maintenant vous êtes reparti pour 2 ans, mais si vous vous renseignez bien, il y a moyen également de faire le tour. Alors
pas de toutes les brasseries, mais il y a moyen de faire un circuit en bus, donc c'est organisé. Et je ne sais pas combien de brasseries sont faites par circuit organisé, mais en tout cas il y a des bus qui vous permettent de ne pas prendre la voiture pour aller d'une brasserie à l'autre. Donc ça aussi ça peut être chouette à faire. Surtout boire avec sagesse et ne pas reprendre le volant après. Surtout. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette bière ou sur Oral ou sur le Mega Blend. Non, enfin voilà, ça part que ce sont vraiment des bières d'exception. Donc si vous avez l'occasion de vous en procurer, n'hésitez pas à en acheter l'une ou l'autre bouteille et surtout à les garder, je pense, quelques mois, voire quelques années dans votre cave. Vous apprécierez encore plus la complexité de ce savoir-faire bruxellois et belge. N'hésitez pas à faire une petite dégustation verticale, comme on appelle ça. C'est ça. À comparer les années. Exactement. Et en plus, on a regardé tout à l'heure un petit peu les prix de la gueuse, par exemple, de chez Cantillon. On est aux alentours d'une dizaine d'euros, je pense, pour la bouteille. Alors, ça varie un petit peu selon les magasins. Mais voilà, c'est pas des gros investissements si vous devez en mettre une ou deux en cave. Oui, et puis surtout, regardez la date de conservation. On est sur des dates de 20, 30 années parfois. Donc, c'est ça. N'hésitez pas. C'est vraiment gagner en qualité que de la laisser vieillir 2-3 années avant de la conserver. Oui, et puis ne serait-ce que pour l'expérience, c'est vrai que c'est une bonne chose. Voilà Laurent, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose ? D'abord te remercier pour l'invitation et d'avoir pu déguster ces magnifiques bières en ta compagnie. Ça me fait toujours plaisir d'en déguster avec un connaisseur, c'est toujours un plaisir. Et puis même avec les autres, surtout avec vous. Ouais, si on se croise un jour, ce sera toujours un plaisir de boire de boire une bonne bière avec vous. Merci à toi Laurent pour ta venue. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi également. Vous pouvez évidemment vous abonner aux réseaux sociaux de Laurent et donc Zitolo, hein, je le rappelle, et évidemment ceux de la bière patrie. Surtout ceux de la bière patrie. Non, pas surtout. On commence par là, et puis après on... Faites les deux. De toute façon, dans les deux, on parle bière, donc faites les deux. Je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Et de la Belgique cette fois-ci. Et de la Belgique cette fois-ci. Santé à vous. Santé.